Ok, alors bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être avec nous pour notre émission de Culture Business. Une émission qui parle d'économie. Le Culture Business, on l'écrit avec un K, puisque nous avons une certaine idée d'entreprendre selon nos codes, nos mœurs, nos vibrations. Et nous souhaitons, même si nous souhaitons travailler sur l'international, pourquoi pas, mais avec notre identité. Donc c'est le rôle de cette émission, c'est de vulgariser la question de l'économie avec un langage qui est approprié, un langage qui est à la portée de tous, et de faire en sorte que toutes les problématiques du monde économique soient traitées dans cette émission. Alors, je remercie déjà nos invités et je salue mon acolyte français. Mais comment tu vas? Très bien. Bien. Oui. T'as vu, problèmes. Je ne suis pas en noir et blanc aujourd'hui. Voilà. Le retour des couleurs. Bon, malheureusement pour toi, il pleut. C'est bon, on apprend de la lune, mais on en avait besoin aussi un peu d'eau. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons être dans le monde du digital, dans le numérique, avec un concept qui s'appelle Acté. Et les invités sont ici. Alors c'est monsieur Rodney Anthony. Très bien. Vous êtes cofondateur d'Acté et président de la SAS RF Entreprise. C'est ça. Vous nous direz tout ça tout à l'heure. Ensuite, il y a monsieur Félix Jérémy. C'est moi. Cofondateur d'Acté aussi. C'est ça. Voilà, donc il y a un informaticien et un gestionnaire. Voilà. Un gérant, voilà, c'est tout. Voilà. L'informaticien, c'est qui? C'est moi. D'accord, bon, ça a changé dans mon master. La lunette. Oui, non, c'est vrai. Alors, on reçoit aussi Madame Mylène Colmar. Merci d'être là. Merci à vous. Donc, c'est normal. J'ai feuilleté vos actus, vos articles. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. On est très honorés de recevoir Mme Colmar. Oui, très bien. Alors, vous êtes journaliste. Oui. Et aussi responsable d'édition d'un ou plusieurs magazines. Exactement, le magazine Foodil principalement, pour lequel nous avons développé toute une série de supports, notamment une plateforme d'information qui s'appelle foodilmedia.com. Très bien. On va développer tout ça avec vous. Vous connaissez ces messieurs? Je ne les connais pas personnellement, mais j'ai eu l'occasion de lire sur leur projet. Donc, c'est assez intéressant de les croiser et de mettre des visages tout de suite sur une entreprise. Très bien. Nous allons recevoir aussi M. Dominique Virasamy, qui est en dernière partie d'émission, qui devait être avec nous déjà, mais au niveau de la circulation, c'est très tendu aujourd'hui. Donc, il est dans les embouteillages, mais il nous rejoindra. Avec lui, on fera le bilan du premier congrès des entreprises, des petites entreprises. Des indépendants. Des indépendants, voilà. Qui s'est déroulé le 3 novembre sur World Trade Center. Donc, on va faire le point. Le bilan sur la manifestation. Et il y avait un colloque aussi avec pas mal d'invités. Donc, on y dira tout ça tout à l'heure. Alors, je vais me retourner vers vous pour présenter le concept Acté à nos téléspectateurs. Ok, très bien. Alors moi c'est Anthony, comme on l'a dit tout à l'heure. J'ai cofondé Acté avec Jérémy, avec l'ambition... Vous avez même le t-shirt, j'avais pas vu. Mais oui. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Mais justement, il faut montrer comme ça, on verra l'orthographe. Il faut montrer. C'est Acté comme acteur en créole. Acté. Voilà, c'est ça que j'avais compris. C'est ça. Et on a cofondé Acté avec l'ambition de pouvoir aider les Guadeloupéens à consommer des produits plus locaux, des produits plus frais. Et l'ambition aussi de pouvoir livrer les consommateurs guadeloupéens via une application et un site internet extrêmement bien conçu et intuitif. Très bien. Alors aujourd'hui, ça fait combien de temps que le dispositif existe? Aujourd'hui, ça fait 1 an que le projet est en cours de développement. Et pour justement pouvoir mieux aborder le marché, mieux pouvoir adapter justement l'offre, on a lancé un site internet aussi, un petit site internet qui nous permet de pouvoir tester le marché, de livrer des clients et d'obtenir des retours. Techniquement, est-ce que l'application fonctionne en Guadeloupe? Il y a eu cette question, puisque très souvent, les concepts d'application n'ont pas tellement duré. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce type de format? Eh bien, je pense que ça, c'était une problématique qui était bien avant le Covid. Et je pense que le Covid aussi a fait naître une tendance qui est assez particulière au niveau justement de la consommation de produits alimentaires. Et on a vu qu'il y a eu un essor, il y a eu beaucoup d'initiatives d'entreprises même qui se sont créées pendant le Covid et qui justement nous font nous poser des questions sur la nécessité de dire que c'est pas réellement un problème d'offre, mais c'est plutôt de demande, mais c'est un problème plutôt d'offre.
et d'adaptation du marché sur un marché qui est plutôt local, d'initiatives comme d'applications, de services à la demande, de livraison de produits. Très bien. On va revenir justement sur ce concept de start-up, puisque vous tous êtes dans cette logique. Comment vous définirez une start-up? Une start-up, vulgairement, c'est une entreprise qui démarre. Donc, c'est une entreprise qui va expérimenter un marché, expérimenter un modèle économique donné. Parce que c'est un projet qui est innovant, elle a besoin justement de pouvoir tester son marché, d'expérimenter un certain nombre de choses, expérimenter de nouvelles activités. Et donc, une start-up, il n'y a pas forcément de différence avec une entreprise. On peut expliquer qu'est-ce qu'une entreprise et qu'est-ce qu'une start-up. Par exemple, une entreprise, c'est une entité qui a un service bien défini, qui a un produit bien défini, alors qu'une start-up va forcément vouloir chercher à tester son marché sur un modèle qui est plutôt innovant. Mais ce que j'ai cru comprendre, que c'est une start-up est avant tout une entreprise sur le web, non? Ou pas forcément, c'est une pas idée forcément reçue, sur le ou web. pas? Il y a des startups dans la fintech, dans tout ce qui est services bancaires, dans l'agriculture, dans l'économie collaborative. Donc ça dépeint plusieurs domaines d'activité stratégiques différents. Mais la principale différence, c'est qu'une entreprise a un modèle économique défini et qu'elle va simplement chercher à maximiser ses profits en réduisant ses coûts pour pouvoir rémunérer ses actionnaires. Tandis qu'une start-up, c'est une entreprise qui va chercher son business model, qui n'est pas siloté, donc qui n'a pas l'organisation d'une entreprise et qui va chercher à obtenir justement un business model pour avoir une rentabilité assurée. Donc après un an, vous en êtes où par rapport au modèle que vous cherchez? Alors, par rapport au modèle qu'on recherche, donc on va bientôt ouvrir justement notre projet final qui est justement une place de marché et qui va mettre en relation des commerçants de proximité avec des consommateurs. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on a construit un site internet qui nous permet de tester le marché. Et donc, après un an de développement, on sera capable d'ouvrir un site internet qui sera bien conçu, qui sera intuitif et facile d'utilisation pour tous les Guadeloupéens, de façon à ce qu'ils puissent acheter des produits directement depuis les boutiques de commerçants de proximité, qui peuvent être des bouchers, des poissonniers, de l'épicerie fine, de la boulangerie, etc. Donc le principe, c'est quoi? Je vais sur la plateforme, je regarde ce qui me convient et je peux commander directement. Voilà. C'est exactement ça. Et je suis livré. Voilà, Ça. depuis votre canapé, sans bouger de chez vous, en quelques clics. Très bien. Voilà. Vous êtes... Fallait y penser. Alors, Madame Colmar, je vais revenir vers vous aussi concernant puisque vous avez écrit pas mal d'articles sur ces questions. La question de la start-up dans son fonctionnement, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients pour ceux qui nous regardent? Mais la start-up permet vraiment d'avoir une facilité à rebondir, à changer son business plan. Donc, ce qui fait que on dit qu'une entreprise a un chemin bien défini, tandis que la start-up, c'est souvent un zigzag. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre le fonctionnement. C'est parce qu'à tout moment, ils peuvent se dire « Ah, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à toucher un client, on va changer le site Internet, on va changer l'application, on va changer de produit, quelquefois même. » Et ce qui fait que les gens ne comprennent pas, ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a un côté dynamique comme ça qui fait que les gens sont un petit peu perdus. Alors, il y a aussi un avantage, c'est que ce format particulier, ça résonne innovation. Et l'innovation, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé qui fait tilt dans les oreilles de nos gouvernants et dans les oreilles des banquiers, des business angels, de tous ces gens qui aiment la dynamique entrepreneuriale et qui aiment que ça bouge et qui voient surtout des maxi-profits. Start-up, souvent, c'est maxi-profit. Malheureusement, pas toujours, hein, surtout pour des start-upers qui sont dans notre région où les marchés sont très petits. Mais comme ce sont souvent des modèles duplicables, que la communication est axée sur le digital et moins sur les médias traditionnels, il y a une possibilité d'aller chercher tout de suite des marchés internationaux. Et donc, pour ça, on peut aller avoir une idée, la développer et aller devant un banquier, devant un institutionnel, devant l'État, par exemple, et dire, bon, ben voilà, j'ai une idée, ça fonctionne bien, voilà mes profits, et j'ai la possibilité d'aller tout de suite au national rapidement si vous me suivez. Et ça, c'est intéressant. Justement, sur cette question de marché, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'essor d'Internet, la facilité qu'on a, ne serait-ce qu'au niveau de la culture, avant vous aviez, je me rappelle avant, l'autre côté musique, vous teniez les artistes de France. C'est vrai, pas changé. Vous teniez des artistes que tout le monde connaît en France, dans la diaspora. Et en Guadeloupe, vous teniez des artistes que le monde en France pas spécialement connaît. Aujourd'hui, là, c'est un seul maillage. En fait, on a artistes Guyane,
aussi connu en Guadeloupe, en artiste, etc. Ça veut dire que le marché, il est de fait déjà ouvert. Est-ce que l'entrepreneur aujourd'hui, quand qu'il conçoit son projet, parce que vous avez parlé de petits marchés, est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de petits marchés, réellement? Mais on parle de petits marchés parce que vraiment la zone de test va être la Guadeloupe. La proximité. Voilà, Guadeloupe-Martinique, mais parce qu'on est basé en Guadeloupe. Mais ensuite, effectivement, quand on prépare son business plan, à moins de vraiment de surprise, grande surprise, mais un start-upper, c'est quelqu'un qui voit grand, c'est quelqu'un qui voit que c'est une idée qui va changer le monde. L'expression n'est pas surfaite comme ça, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer la dynamique dans le monde. Donc, ce qui fait que généralement, les start-upers que j'interviewe ont une idée au moins d'aller se développer au national, dans la Caraïbe, et ensuite d'aller conquérir l'international. Est-ce que ça demande aussi dans la genèse, il y a un axe de communication qui se définit par rapport à ces différents Mais territoires? beaucoup de start-upers choisissent des mots en anglais ou choisissent des mots qui sont parlants. Alors, il y a actais, on se dit, bon, c'est une version créole, etc. Mais c'est un mot court, c'est un mot qui se retient très bien, c'est un mot qui va passer aussi en anglais. Et donc, forcément, les gens, ils vont dire peut-être acti en anglais, mais au moins, ça, au moins c'est tout de suite, ça se retient. Et donc, tout de suite, moi, je connais Karel Tarer, qui a Ouli, qui a Dlola, qui a... Et donc, ce sont des mots qui nous parlent à nous. C'est quoi Dlola? Dlola, c'est une application qui permet d'informer les utilisateurs par rapport à des fuites, par rapport, etc. Et donc, il développe, lui, il a toutes sortes d'applications qu'il développe et qui parlent à nos problématiques, mais qui résonnent dans des problématiques dans le monde entier. Et ça, c'est ce qui fait que son modèle est duplicable. Et donc, il choisit toujours des mots assez courts qui nous parlent parce qu'il teste sur un marché local. Mais ensuite, lui, il veut absolument que sa solution soit apportée en Afrique, dans la Caraïbe, etc., puisque les problématiques sont les mêmes. C'est vrai que les startups sont en vogue. Il y en a beaucoup. Mais localement, on peut compter combien de startups en Guadeloupe? Ah, mais c'est la grande difficulté. Donc, Je pose une question à 2000 €. Voilà, c'est vraiment... alors, il y a une jeune femme dont je ne me rappelle malheureusement plus le nom, mais qui a Blue Pays, Oui. et qui essaie de recenser les acteurs des startups en Guadeloupe. Mais C'est pourquoi on a très, cette très difficulté? difficile. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des gens ce sont des entrepreneurs. Les entrepreneurs n'ont pas tout le temps envie de dévoiler leurs idées, de dévoiler ce qu'ils sont en train de faire. Ils travaillent un peu sur le côté et ils ne disent pas forcément, voilà, j'ai une idée brillante, je suis en train de faire. Donc déjà ça, et puis le modèle start-up se confond souvent avec l'entreprise. Donc ce qui fait qu'on a du mal à identifier ce qui est vraiment start-up, ce qui est vraiment entreprise. Mais monsieur tout le monde, il fait comment? Mais monsieur tout le monde, il fait je comment? dirais pas monsieur Mais tout le il monde, croit mais en tout cas, les l'entrepreneur. entrepreneurs. Il croit l'entrepreneur. Si un entrepreneur définit qu'il est start-upper, c'est qu'il l'est. C'est tout. C'est un peu quand même la base. Et puis après, savoir... moi-même, je me suis interrogée sur le nombre de start-up en Guadeloupe. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien important de savoir? Parce que est-ce qu'en France, on sait exactement combien il y a de start-uppers? Je ne pense pas. Pourquoi moi j'ai pensé à cette question? Parce que certainement pour donner une idée de l'évolution du nombre de startups en Guadeloupe. Exactement. Comme ça peut inspirer quelqu'un d'autre qui a un projet de dire, bon, tiens, je vais choisir ce modèle. Alors jusqu'à présent, on peut dire qu'il y a une 50aine de startups. Mais il y a des startups naissantes, il y a des startups établies. Bon, alors j'avance ce nombre et après, quelqu'un va sortir dans l'ombre et me dit, oui, mais moi aussi, j'ai une start-up. Et donc, voilà la difficulté. C'est que, mais après, moi, ce que j'ai recensé pour l'instant, grâce à vraiment ma veille sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs qui me contactent, et grâce à Blue Pays, Sandy Laurence, voilà le nom de cette jeune femme, grâce à elle, j'ai pu voir qu'il y avait une 50aine. Elle, peut-être, elle dit même plus. Mais moi, quand j'ai fait mes recoupements, selon ma définition en plus de start-up, puisque la définition même est... voilà. Donc, je me suis dit qu'il y a une 50aine de start-up en Guadeloupe. Et de toute manière, il y a une vraie dynamique, puisque l'innovation est encouragée par des institutions comme la région Guadeloupe, par l'État, qui encourage vraiment le développement de start-up sur le territoire, puisque ce sont des entreprises qui peuvent amener à une création d'emplois, à du développement économique sur l'archipel. Alors, la difficulté réside... On ne sait pas combien de start-up il y a en Guadeloupe, soit, mais ce sont des entreprises qui sont immatriculées quelque part.
Bien sûr. D'accord? Donc, Bien on, sûr. on sait, c'est pas spécifié dans les statuts que c'est une start-up, peut-être. C'est pas spécifié. Voilà. Ou ça doit être spécifié que c'est un modèle start-up. Non, mais le modèle start-up, il est défini parce que le business model n'est pas établi, D'accord. le plan d'affaires n'est pas C'est ça, établi. c'est ça. Après, j'ai dit bien sûr qu'une entreprise immatriculée, on peut avoir un porteur de projet qui n'a pas encore D'accord. immatriculé, hein, Ok. qui vraiment est en train de... qui a une idée, qui est en Voilà. train de développer, qui est en train de voir s'il s'associe avec quelqu'un, s'il trouve une ressource quelque part pour avoir les financements pour faire le site web ou pour faire l'application. Donc, c'est pas forcément... C'est pour ça qu'il y a un côté un peu nébuleux. C'est parce que quand on est au stade de l'idée et qu'on est en train de voir un peu, est-ce que je me lance vraiment? Parce que ça, c'est de l'entrepreneuriat, c'est sérieux. Est-ce que j'ai envie de développer ça? Peut-être que je suis salarié dans une entreprise et j'ai une idée brillante et que j'ai envie de me lancer. Et donc là, on n'a pas encore vraiment immatriculé. Donc là... Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a quelques jours, on a fait un focus et on a reçu justement Rachel qui disait que elle a Rachel choisi, Loulian. oui, elle a choisi une start-up parce qu'elle n'a pas choisi l'artisanat. Donc c'était clair pour elle. Donc il y a une grosse différence. Oui, il y a une différence notable, c'est que alors Rachel Loulian, qui a eu Paroca, qui est une Au starteuse départ, en plus voilà. expérimentée, hein, Tout qui à a fait. déjà eu plusieurs projets, c'est qu'il y a des fonds dédiés à l'innovation et que quand on est dans le secteur de l'artisanat, on ne peut pas avoir accès à ces À fonds. ces mêmes fonds. C'est-à-dire que l'innovation, c'est vraiment des fonds dédiés pour Voilà, ça. c'est ça. Et donc, ce qui fait que elle sait qu'elle a une start-up, déjà parce qu'elle a vécu le fait d'avoir déjà créé des Ah, start-up, ok. donc elle sait qu'elle peut aussi switcher son modèle à tout moment et que par rapport à ses investisseurs, par rapport à ses partenaires, c'est important de conserver cette idée qu'à tout moment, ben, mon produit peut évoluer, à tout moment, je vais aussi me lancer à l'international. Ça fait plus écho quand on est D'accord. start-up. Et ensuite, il y a ces fonds dédiés. Donc, quand on est start-up, ben, on ne peut pas aller chercher des fonds artisanat. Voilà, on a D'accord. vraiment besoin de Traditionnel. fonds importants pour tout ce qui est équipement. Alors, acté. Acteur. Acté. Ça va venir, oui. Alors, cher monsieur, donc, dites-nous, est-ce que l'idée, est-ce que ça vient de votre environnement, cette idée de mettre en avant des produits locaux pour un marché local, pour vulgariser et puis faire en sorte que ça soit à la portée de tous, puisque vous êtes en livraison aussi. D'où vient cette idée? Est-ce que vous avez des agriculteurs dans la famille? Est-ce que... Alors non, on n'ira pas jusque-là. Je pense que C'est sûr. l'idée vient de comme tout le monde, comme tout créateur d'entreprise, de constat. Et le constat, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile, quand on a une journée de boulot dans les pattes, de consommer des produits locaux, de faire le tour des commerçants de proximité parce qu'il y a des problématiques d'horaire. Et le procédé même, justement, de faire ses courses après le travail, de rentrer, de cuisiner, c'est pas forcément... c'est difficile à renouveler tous les jours. Très bien. Et donc, nous, notre idée, c'était de proposer un concept qui est hyper pratique, donc de pouvoir livrer des produits à domicile en Guadeloupe, hyper bon, donc avec des produits locaux, de la viande, du poisson, donc des produits qui ont une valeur nutritionnelle importante, et un côté hyper aussi, comment dire, un côté qui est hyper aussi, hyper bon, hyper abordable, hyper économique. Pour, La traçabilité aussi. voilà, Très qui est important. hyper économique pour les Guadeloupéens, de ne pas se ruiner en achetant des produits locaux, de la viande, du poisson. On sait que ça coûte cher, surtout avec les problématiques d'inflation qu'on rencontre aujourd'hui. Donc voilà là où ça a démarré Actet. Et donc notre mission, c'est de mettre en relation des commerçants de proximité que nous, on veut chouchouter, avec des consommateurs en Guadeloupe qui sont conscients qu'il faut consommer des produits plus frais et qui suivent aussi la tendance qu'on a vue pendant le Covid et du manger local, de la consommation locale, etc. Est-ce Alors, que, vous avez parlé juste de- une dernière chose, vous avez pris comme point de repère le Covid. N'avez-vous pas l'impression que depuis 2009, il y a une forte tendance Bien déjà sûr, bien sûr. Oui. On a connu un vrai développement d'entreprises innovantes dans le digital dans les années 2015-2014. Aujourd'hui, le Covid est venu accentuer, donc Très bien. donner de la maturité à un marché. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le marché a gagné 5 ans, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui commandent sur Actet, par exemple, et qui, peut-être, il y a 2-3 ans, n'auraient pas commandé. On n'avait pas franchi le pas. Voilà, n'auraient pas franchi le pas. Et le truc aussi, Attends, oui, vas-y. et le truc aussi, c'est que Anthony ne l'a pas dit, c'est aussi mettre aussi des petits artisans, des petits producteurs qu'on ne connaît En pas avant, forcément en avant.
et mettre en avant leurs produits aussi, parce que derrière un produit, il y a un artisan, et derrière un artisan, il y a une histoire. Ça sous-entend que vous mettez la photo, On met la photo, on parle, on fait du blog aussi, parce qu'on a aussi un blog contient, on fait des articles en fait avec les producteurs, et on échange avec eux, parce qu'il faut vraiment connaître leur histoire pour bien connaître leurs produits. Très bien. Justement, j'y venais à la production. Donc, vous avez parlé d'aliments sains, mais est-ce qu'ils sont bio? Puisqu'on a parlé de traçabilité tout à l'heure. Je pense que le bio, même en Guadeloupe, c'est une grande question. Je pense que les gens même qui y travaillent ne sont pas capables de quantifier. Il y a des agriculteurs qui font du bio, mais ça reste quand même marginal par rapport à tout. Oui. Il y en a qui font, mais ça reste assez marginal. Donc bio, oui, il y aura du bio, il y aura du non-bio aussi. Et tout ça va dans un écosystème qui est construit autour pour pouvoir proposer des produits locaux aux consommateurs guadeloupéens. On va saluer l'arrivée de M. Virasamy. Ça va, Dominique? Ça va très très bien. Je m'excuse, hein. Il y a un accident à Capesterre. C'est un accident. Et donc ça a bloqué pendant très très longtemps la circulation. Bon, ça y est, il n'y a pas de blessés, tout va bien. Très bien. Tu es là, c'est l'essentiel. Je rappelle que tu es le président du SNEC, Tout à fait. sauvant nos entreprises guadeloupéennes, et nous allons voir avec toi faire le bilan sur ce premier congrès des indépendants. D'accord. Très bien. Voilà. On revient voir nos amis. Donc, concernant cette relation avec ces artisans, ces agriculteurs, vous avez parlé du monde de la pêche aussi, problématique particulière quand il s'agit de livraison. Comment vous gérez ça avec le monde de la pêche, par exemple? Et est-ce que vous avez contacté les chambres pour avoir les coordonnées? Comment vous avez noué ces relations? Alors, c'est sûr qu'on est en relation avec tous ces... C'est à grigner chaque fois en posant question. Ouais, ça c'est mon petit défaut. Ça. C'est sûr qu'on est... T'es chez toi, tu parles. On est en relation avec tous les institutionnels, mais d'abord aussi avec les commerçants de proximité, parce que c'est eux qui produisent aujourd'hui en Guadeloupe, et c'est justement à leurs problématiques qu'on doit répondre. Donc ce travail-là, il a été fait en amont, mais nous, ce qu'on veut, c'est rencontrer de plus en plus de commerçants de proximité, et de pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir mieux adresser le marché. Alors, dans notre modèle économique, dans notre développement, on a pensé aussi au respect de la chaîne du froid et même la chaîne du chaud. C'est beaucoup plus facile de gérer aujourd'hui la chaîne du chaud que la chaîne du froid. Donc ça, c'est un grand défi pour nous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir livrer tous les Guadeloupéens avec un certain respect de cette norme-là. Donc on y travaille avec des algorithmes, avec un système qui est beaucoup plus conçu, qui est mieux conçu par rapport à la livraison. Donc pour la pêche, pour la boucherie, pour les fruits et légumes, par exemple pour les produits chauds ou froids, il y a une certaine température à respecter à chaque fois. Et donc c'est pour ça qu'on met justement des technologies à disposition de ces commerçants-là pour pouvoir vendre leurs produits et livrer leurs produits. Parce que moi, je vous salue, puisque Dominique, tu peux intervenir, hein? Non, On est à la maison. On est à la maison. J'écoute avec beaucoup d'attention. Voilà, donc la question du poisson, les produits frais, c'est très très particulier. Je crois que vous êtes les seuls, je parle sous le couvert de Mylène, vous êtes vraiment les seuls à faire de la livraison de poissons de ce type-là. On n'est pas les seuls. Il y a une application qui a récemment fermé qui s'appelle All Fresh, que je salue d'ailleurs, qui faisait ça. Donc il y a eu pas mal d'initiatives ces dernières années. Malheureusement, on voit qu'il y a quand même une difficulté d'aborder le marché. C'est quand même assez spécifique. Donc il faut vraiment faire de l'acquisition. Il faudra mieux faire les choses justement par rapport au marché, par rapport aux consommateurs pour mieux leur expliquer. Donc c'est d'abord une entreprise pédagogique, un acteur, et ensuite avant d'être une entreprise économique. Vous parlez de difficulté, donc la difficulté, elle est propre à notre territoire ou bien partout à chaque fois? C'est pas partout parce que les Guadeloupéens ont un historique. C'est compliqué, vous savez, quand vous avez toujours fait vos courses de manière physique, c'est quasiment devenu un réflexe qui est inné de faire ses courses. Mais aujourd'hui, on remarque que d'aller dans un supermarché aujourd'hui, ça rapporte aucune valeur ajoutée aux consommateurs. C'est quasiment devenu déshumanisé, robotisé. Prenez un caddie, vous mettez vos courses, vous dites bonjour, au revoir, c'est le seul mot que vous dites à la caissière, et vous rentrez chez vous. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est justement un système où les consommateurs pourront gagner en flexibilité, en organisation, en se faisant livrer des produits locaux à domicile. Quand vous allez, par exemple, à contrario, chez un commerçant de proximité, chez un artisan de bouche, vous avez vraiment un service de qualité. Vous avez quelqu'un... Une certaine proximité. Une proximité. Vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous offre une recommandation. Et ça c'est ce qu'on veut préserver. Ça, il ne faut pas le perdre. Et donc, nous, on veut mettre justement des technologies à destination de ces commerçants de proximité, de ces artisans,
pour leur permettre de pouvoir assurer leur transition numérique sans pour autant opposer le commerce physique avec le commerce en ligne. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de l'empowerment, d'accompagner ces commerçants de proximité dans la digitalisation de leurs produits et dans la vente de leurs produits pour pouvoir leur assurer un revenu supplémentaire. Alors, je vais faire une digression par rapport à une problématique d'actualité au sujet de la voiture à pain. Je t'ai entendu en parler, donc nous devons aussi en parler rapidement, mais quand même, il y a une problématique par rapport, je crois que c'est aujourd'hui, il y a une action à Bouillante, c'est ça? Oui, Pour dénoncer justement un entrepreneur de voiture à pain qui a perdu son outil de travail. Oui. D'accord. Qui a perdu son outil de travail puisque une personne qui a porté plainte pour nuisance sonore. Alors, justement, ça me permet d'introduire la question suivante. Quand on reçoit la voiture à pain, en fait, on sait qui il est, nous connaissons le prénom. Ouais, voilà, c'est à la limite, c'est Mouna qui j'ai. Il y a vraiment une grande proximité. C'est une vraie relation. Et surtout pour les personnes âgées, la voiture à pain, des fois, c'est la seule visite de la journée avec le postier. Donc, est-ce que vous, dans cette déclinaison actée, vous avez aussi cette idée, par exemple, à titre d'exemple, les grands palaces dans les grands pays utilisent des bases de données et ils complètent et ils qualifient la base de données. C'est-à-dire qu'on retrouve même dans un grand palace l'idée de proximité. C'est-à-dire que vous arrivez là, il y a que qu'on est petit prénom, il y a que qu'on est Kao Mémé, Kao. Est-ce que dans votre développement, dans l'orientation actée, ça aussi, c'est une... Oui, bien sûr, je pense qu'on est capable d'adresser le marché sous n'importe quelle forme, donc de proposer par exemple de la réassurance aux clients, le fait de pouvoir recommander une commande qu'ils avaient déjà commandée par le passé, ne serait-ce que connaître le nom du client, du consommateur, et de pouvoir lui assurer... Savoir qu'il aime tel type de produit et aller dans... une certaine proximité, pouvoir justement lui pousser des offres qui sont adaptées justement à son type de consommation. Si par exemple il consomme sans gluten, s'il ne consomme pas de poisson. Voilà, donc on peut utiliser le machine learning pour pouvoir développer ça le machine learning. C'est plutôt son domaine. On peut utiliser justement cette technologie-là pour proposer des choses nouvelles à nos clients, une nouvelle expérience d'achat. C'est ça? Très bien. Madame Colmar, est-ce que justement sur les différents projets que vous avez eu à analyser, à écrire dessus, est-ce que cette idée de faire en sorte de chercher la proximité, de travailler, est-ce que c'est une idée qui est récurrente? Ah oui, c'est essentiel. Sur nos territoires, le côté proximité, c'est essentiel parce que les gens n'achètent pas. Alors, le problème d'Allfresh, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, c'est justement développer cette relation personnelle que le Guadeloupéen ait vraiment le sentiment qu'il achète à quelqu'un plutôt qu'à une machine. Même si on est sur le digital. Il faut qu'il y ait cette chaleur qui fait qu'ils se disent, j'ai acheté une fois déjà, c'est magnifique, et j'y retourne. Et ça, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'ils parlent de machine learning, d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la machine va presque reproduire une relation, une discussion avec le client. Et ça, on pense que c'est comme ça, c'est accessoire, c'est gadget, futuriste, etc. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on veut développer une relation réelle pour permettre de conserver le client, de le fidéliser. Chaque start-upper, et j'ai envie de dire chaque entrepreneur, chaque commerçant, c'est sa préoccupation. C'est pas parce qu'on est start-upper qu'on est dans son bureau, parce qu'on a toujours cette image de Facebook, Zuckerberg dans son laboratoire, ou de nerds qui sont là comme ça et qui sont sur leur machine. Mais pas du tout. Les start-uppers, ce sont des entrepreneurs, des hommes, des femmes comme les autres, et qui se disent, j'ai envie de fidéliser mon client, parce que si j'ai pas de client, comment je fais pour fonctionner, faire fonctionner mon business? Et là, c'est la réalité. Ça passe par la relation, la fidélisation. Il y a beaucoup d'outils. Ils ont parlé du blog, la création de contenu. Ils développent une communauté. En fait, tout ce qu'on entend. Ils font appel à des Facebook aussi, c'est ça? etc. Instagram, Facebook. S'ils ne sont pas sur tous les réseaux sociaux, il y a un problème. Même sur TikTok, il faut y aller. Sur Pinterest. Même sur Pinterest. Waouh, magnifique. Voilà. Entre vous deux, qui gère tout ça? Les réseaux sociaux, c'est plus c'est plutôt moi. Donc voilà, comme dit Mylène, on est sur tous les réseaux sociaux, Pinterest, YouTube, ne serait-ce que... C'est un travail. Moi, j'ai cherché tous les réseaux sociaux, ils sont là, tous. C'est magnifique, ça. Non, est-ce que quand on a une plateforme web, un site internet, vous avez parlé d'une application, l'orientation du réseau social, de Facebook, c'est laquelle? L'orientation... Là, vous ne vendez pas sur le réseau social, vous faites quoi?
On crée du contenu, on fait ce qu'on appelle de l'awareness, Ça va pas là. Non, mais on parlait de terme. Jordan, On parlait de tu peux terme. traduire à chaque fois. Explique. Tu écris en bas. Le téléspectateur, Non, on est C'est-à-dire dans la... que- Attends, on te met à l'aise. Mais... Non, tu sais, on est dans la culture business, justement. La Voilà, culture, c'est c'est planter, nous pas planter. Alors, il faut dire les termes, puisque les gens doivent se familiariser, mais il faut aussi Bien sûr. traduire. En créant du contenu, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser nos consommateurs ou les gens qui nous suivent à une niche. Notre niche, c'est la consommation locale. Et tout le contenu qu'on va créer, par exemple en allant réaliser des interviews avec des commerçants, en créant des articles sur le bienfait, par exemple, de certains types de produits, ou bien en sensibilisant, par exemple, avec le rire sur certaines problématiques, c'est pour vraiment sensibiliser les gens à consommer C'est la local. dimension pédagogique. Voilà, dont tu la parlais dimension tout à l'heure. pédagogique. Mais après, on peut aussi, sur les réseaux sociaux, faire de la conversion, vendre des produits, parce qu'on sait que, par exemple, Facebook, Meta, Facebook, etc., ils mettent en place un certain nombre d'outils qui permettent aux clients de directement être redirigés sur le site, voire même d'acheter directement sur la plateforme en question. Donc, on fait de la conversion, on fait aussi de la sensibilisation, on fait du divertissement. Parce que voilà, quand on lit un article, on est diverti, on apprend plus sur le consommateur. Donc voilà les trois trucs. Quelles sont vos formations, hein, précisément? Toi, tu es plutôt informaticien. Ouais. c'est- Moi, profil j'ai un ingénieur. master en informatique, en intelligence artificielle à l'université de Fouillol, en Guyane. Et Voilà, moi j'ai plutôt un profil pluridisciplinaire, donc j'ai un master en gestion d'entreprise. Je suis trop fière de faire cette émission, franchement. Je suis Mais fière. j'ai regardé aussi le profil de Mylène. Bravo. Alors, Est-ce que tu alors, peux dire un peu ce que tu as fait? Alors, oh là, j'ai... C'est long, hein, ça. Voilà. Cette émission. Non, mais en fait, pour faire simple, moi, je suis allée à la Sorbonne. J'ai eu un DEA, donc ce qui correspond à un master de littérature et civilisation française. Et ensuite, je suis partie au Canada où j'ai obtenu mon diplôme en journalisme à l'Université de Montréal. Donc ça, c'est pour faire simple. Entre-temps, je suis partie en Angleterre, etc. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes diplômées comme ça et qui montrent aussi qu'on peut entreprendre et on peut être étudié dans la Caraïbe, ce que je n'ai pas fait et qui est mon grand regret, vraiment. Et je salue d'ailleurs Educaribe qui fait un vrai travail, qui est une plateforme qui met en avant les études dans la Caraïbe. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de consulter, allez-y. Educaribe, voilà. On va les inviter. Et c'est vraiment c'est des jeunes femmes qui vraiment font beaucoup de choses pour justement comme eux, sensibiliser la population, les étudiants à se dire qu'on n'est pas obligé de partir. Bon, à mon époque, voilà, c'est un passage obligé, ce n'est plus le cas. Et je suis vraiment très contente d'être à côté d'eux parce qu'ils montrent qu'on peut étudier ici, on peut obtenir des compétences et on peut entreprendre et réussir à fidéliser des gens, sensibiliser avec tout ce qu'ils font, c'est admirable parce qu'on s'imagine pas le travail. C'est pas seulement justement développer une entreprise, développer un business, il faut aller convaincre les gens d'acheter. Et pour ça, il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Donc, être sur tous les réseaux sociaux. Mais moi qui suis créatrice de contenu, vous vous imaginez même pas ce que ça représente. Et quand on sait qu'ils ont fait de la gestion et de l'informatique, moi, c'est mon métier d'écrire. Donc voilà, c'est naturel et puis voilà. Mais eux, c'est se réveiller chaque matin et se dire, au-delà du fait que je dois gérer les livraisons, les agriculteurs, les clients, etc., il faut en plus que je crée du contenu pour aller convaincre les gens, sensibiliser, etc. Mais c'est vrai que vous connaissez depuis le collège, c'est bien ça? oui, bien sûr. J'ai bossé. Hein. Mais vous êtes vraiment complémentaires, en fait. C'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment complémentaire. Lui, toi, tu es plutôt timide, réservé. Et lui, c'est l'inverse. Lui, c'est un politicien. et vous êtes vraiment complémentaires. Alors, pour revenir sur toi, sur la question technique, est-ce qu'on peut rassurer? Parce qu'on sait aussi que c'est une problématique qui revient. Les gens ont peur, des fois, d'utiliser la carte bleue. On entend parfois qu'il y a eu des détournements, etc. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette plateforme et la sécurisation? En fait, par rapport à la sécurisation, le truc, c'est qu'on utilise une API. C'est-à-dire? C'est un petit logiciel, en fait, un service qu'on prend, en fait. Et c'est lui qui nous permet, en fait, de récupérer les coordonnées bancaires, SumUp et Stripe. D'accord, très bien. Et Stripe. Ça marche bien, SumUp. Oui, c'est ça. Ça partout aujourd'hui. C'est Et vraiment... le truc, Et ça libère Oui, même les artisans, beaucoup d'artisans. ça aide pas mal. Et le truc, c'est que ça permet de rassurer le client aussi. Et comme quand il nous demande, ouais, mais est-ce que c'est sécurisé ou pas,
Mais j'ai envie de vous dire oui. Quand on commande chez Amazon, on se demande pas si c'est sécurisé ou pas. Le problème ici, en fait, ce qu'on remarque, c'est que comme c'est Guadeloupe, on a toujours ce petit blocage, en fait. Amazon, c'est grand, donc tout le monde achète, tout le monde est rassuré. Sauf que peut-être qu'eux aussi, ils auront un problème. Là, on a vu qu'il y a quelques mois, il y a eu Facebook, ils ont eu un problème. Et pourtant, c'est très grand. Et le truc, c'est que c'est rassurer les clients, leur dire c'est possible. Et nous, pour les rassurer, en plus de ça, on a rajouté d'autres moyens de paiement. C'est-à-dire qu'on décide de prendre la carte à la livraison, on décide de prendre l'espèce, en fait. Parce qu'en fait, il faut qu'on soit confronté aussi à la clientèle et qu'on puisse les rassurer. Et si on ne fait pas ça, je peux vous dire que c'est compliqué. Donc c'est une précommande à ce moment-là. Tu commandes, mais tu payes qu'à la livraison. Oui, mais si la personne, entre-temps... Ah oui, bon, on annule. Comment vous gérez ça? On annule la commande, en fait. Mais ça nous est jamais arrivé. Bizarrement, on n'a jamais eu ce problème. problème. Là, vous vous êtes déjà déplacé. Si vous arrivez sur place, et puis au final, elle ne veut pas contractualiser. Malheureusement, c'est une perte. C'est une perte. C'est une perte pour nous, mais ça nous est jamais arrivé. Et justement, lorsque ça nous arrive, on pourra adresser le problème. C'est ça, c'est exactement ça. Il est bon. Il faut appeler la police. Bon. Non, mais je suis très, très, très fier, très, très content de cette initiative et surtout de la manière dont vous êtes, votre, comment on appelle ça en anglais là, mindset. Voilà, tu vois. L'état d'esprit. L'état d'esprit, vraiment intéressant. Alors, vous avez dit que la plateforme était en cours de travail, vous êtes en train de bosser, mais on peut déjà utiliser une plateforme pour tester, c'est ça? C'est bien ça. Tester, pour avoir des produits frais. En fait, c'est le même système, c'est juste que c'est un site qui a un peu moins de fonctionnalités, qui est un peu moins fini. C'est basique, quoi. Qui est basique, voilà. J'ai testé ce matin, donc j'ai commandé une huile à base d'avocat. On aurait dû l'amener, alors. Bah oui. Alors, moi, ce qui m'a surpris aussi, c'était le faible pour la livraison. J'ai vu que c'était 5 €. Est-ce que c'est un forfait ou ça évolue en fonction de la zone? Non, c'est un forfait. C'est un forfait. Même si je suis à Basse-Terre, même si Dominique vous commande quelque chose, 5 € pour Basse-Terre. C'est ça. Votre stockage se trouve où? Alors, mais nous, en fait, le concept, c'est de ne pas stocker. D'accord, donc vous n'avez pas de stockage. Donc, d'éviter les coûts de stockage. Donc, justement, de faire ce qu'on appelle la livraison depuis le point de commerce. Pour pouvoir, ne serait-ce qu'optimiser, justement, les flux de livraison. Et dans le modèle futur, nous, ce qu'on voudrait, c'est que lorsque le client tape son adresse sur le site, qu'il puisse pouvoir, en fait, voir en premier lieu tous les commerçants qui sont autour de chez lui et qui répondent justement à sa problématique, s'il veut acheter de la viande, etc., de manière à ce qu'il puisse déjà gagner de l'argent, justement, en ne payant pas les frais de livraison exorbitants, et de pouvoir soutenir aussi les commerçants de son quartier. D'accord. Okay. Voilà. Donc ça sous-entend que vous, si je peux aller chercher chez le boucher, par exemple? Vous pouvez commander chez le boucher. En fait, c'est des boutiques individualisées sur le site. Et en fait, c'est une expérience comme sur un marché ou comme sur une allée commerçante. Donc vous n'avez pas de pourcentage sur les ventes, c'est un forfait. Comment ça se passe? On a un pourcentage sur les ventes en plus de la livraison. Voilà. La livraison sert à rémunérer le service, mais on a aussi un pourcentage sur la vente qui sert à rémunérer, qui sert à faire travailler notre modèle économique. D'accord. Les entreprises qui travaillent avec vous payent, il y a une adhésion, il y a quelque chose? Non, il n'y a pas d'adhésion. Donc là, ça coûte 0 € d'adhérer sur Acter. Nous, on prend simplement une commission, que je ne vais pas dévoiler, bien sûr, mais on prend simplement une commission sur la vente de chaque, entre guillemets, chaque commande, chaque panier, et qui permet de rémunérer notre service. Et ensuite, le reste de l'argent est reversé aux commerçants directement. Est-ce qu'il y a une charte qualité? Est-ce qu'il y a des exigences? Oui, il y a une charte qualité, il y a des CGV à signer. C'est-à-dire les CGV, c'est quoi? Des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, et qui justement vont cadrer la relation contractuelle qu'on a avec chaque commerçant, avec des devoirs et aussi, pas d'obligations, mais avec des choses à respecter de notre côté et de leur côté aussi. Très bien. Voilà. Mylène, autre chose à rajouter on va parler un petit peu de ton travail. Je tutoie facilement. Oui, mais c'est avec plaisir, moi aussi, puisque j'ai vécu au Canada. Donc... Voilà. Oui, alors moi, je suis associée à une ancienne start-upeuse qui s'appelle Jessica Boudet et qui a créé Foodil et qui au départ avait juste un groupe Facebook, qui a ensuite mené à une application, qui a mené un blog, qui a mené à un magazine, et c'est là où je suis associée avec elle, et ensuite qui a mené à une plateforme d'information, et Foodil est devenu un média d'information sur le monde culinaire,
caribéen dans sa globalité. Donc, c'est tout un projet. C'est pour dire qu'on peut commencer par une start-up, par une idée, parce que Jessica, ceux qui la connaissent savent bien, c'est une grande gourmande. Hein, donc, elle a créé ça parce qu'elle elle voulait aller dans des restaurants, et puis voilà. T'as autorisé à dire ça. Voilà. Et tout le monde le sait. Et puis voilà, donc je ne dénonce rien. Et puis de cette idée-là, est née une entreprise qui fonctionne très bien et qui va maintenant se développer aussi au national, à l'international. Ça lui a pris du temps parce qu'il a fallu construire ce business model, il a fallu développer une communauté. Jessica Foodil, c'est 130 000 personnes sur les réseaux sociaux maintenant. 130 000. Ce qui est très important avec une vraie communauté, enfin une grosse communauté en partie sur Instagram, hein, qui est le réseau majeur maintenant pour communiquer, ce qui lui permet de développer de l'influence, de faire l'événementiel, de faire des ateliers, etc. Donc, c'est pour donner un encouragement à tous ces start-upers qui sont souvent là en train de se dire, hésiter, etc. Certains aussi échouent, hein, puisque c'est aussi le lot de la start-up. Ça fait partie On de n'en la parle vie de pas, mais l'entrepreneur, hein. voilà, on n'a pas que des licornes ou que des gens qui sont là et qui sont, on les voit à Dubaï monter, descendre ou dans des grands congrès. On a aussi des gens qui sont sur le terrain et qui font un vrai travail à développer des plateformes, à aller voir des gens, à leur dire, bon, écoutez, voilà, on voudrait développer ça, comment on fait? Alors, Et puis Mylène, voilà. je disais que j'avais parcouru ton blog, journaliste. Oui. Tu travailles aussi pour des magazines. Je parle maintenant au niveau business. Hein. Oui, alors... Comment ton blog, comment tu te rémunères, comment ça se passe? Ah, ça, c'est très particulier. Alors, moi, je suis une journaliste indépendante, dans le sens où j'ai ma propre entreprise. Souvent, on m'associe à Foodil, puisqu'on est associé dans ce magazine. Mais j'ai mon entreprise qui s'appelle Plume Caraïbe. Voilà, La on voit vitrine... l'image. Ah ben voilà. La vitrine Tu peux remettre, de s'il te plaît? Plume Caraïbe, c'est mon blog. Et qui s'appelle le blog de Mylène Colmar. Donc, ce n'est pas un blog qui a vocation à faire gagner de l'argent. Il n'y a pas de publicité sur ce blog. L'information est gratuite. On peut s'abonner à une newsletter qu'on reçoit mensuellement gratuitement. Je fais une veille sur Twitter pour développer une communauté. Mon blog, il a 3000 lecteurs et je mets en avant des entrepreneurs et c'est gratuit. Donc, ça, c'est important pour moi. C'est parce que j'aime les entrepreneurs, j'aime discuter avec eux, j'en suis Tu n'as une. pas besoin d'argent. Mais alors, justement, j'y viens, méfiez-vous, justement, la création de contenu comme je le fais, en apportant des contenus gratuits, c'est aussi acquérir une renommée qui fait que je suis sur ce plateau. Eh ben voilà, Et bravo. toucher des clients Non, mais différemment. Donc je voilà. t'embête volontiers, mais bravo pour ce travail. Merci, Parce merci. que moi, j'ai eu l'occasion de créer un journal aussi, dans une autre vie. Je me suis constaté tellement vieux, mais bon. Et donc, c'est un très, très beau métier parce qu'on rencontre énormément de personnes. Exactement. Notre métier de présentateur aussi, il y a beaucoup de connexions, mais là, quand on écrit, c'est une autre relation. Voilà. Monsieur Dominique Virassano. Tu as l'air fatigué. Non, pas du tout. Non. J'écoute avec beaucoup d'attention parce Voilà. que, tu sais, quand il y a des, je dirais pas des jeunes, puisque bon, des jeunes entrepreneurs comme ceux qui sont sur le plateau viennent s'exprimer avec le talent qu'on a pu découvrir à l'instant et aussi la projection de ce qu'ils font, mais je suis rassuré encore plus. Je suis vraiment rassuré parce que avec mon association, le SNEG, Sauver notre entreprise guadeloupéenne, nous, on accompagne et on défend les indépendants, auto-entrepreneurs, micro-entreprises réelles simplifiées. Et donc, quand j'entends ce que je viens d'entendre, ça me rassure, franchement, parce que des fois, on a tendance à penser quasi, mais à dans quelle direction pays un nous caille, Oui, c'est vrai. mais là, c'est la direction. Et ça me plaît. Et par contre, il y a deux choses que j'ai retenues. Alors, la première, c'est une question. Vous considérez comme une filière, en quelque sorte? Non. Non, pas vraiment. Parce que vous prenez un produit qui est déjà comment dirais-je, vendable, et vous le transportez, vous l'amenez à des clients. Donc, mais vous faites partie de la filière. On met en relation. Voilà. Tout ça, ça s'appelle Oui, on fait la partie de la filière. Oui, c'est pour ça D'accord. qu'on s'est rapproché. Parce que c'est notre credo, nous. On va en parler tout à l'heure. C'est notre credo parce que nous mettons en relation les chefs d'entreprise qui ont des choses à mettre en commun pour pouvoir vendre. Mais le problème qui se passe, c'est que nous nous adressons directement à notre clientèle, mais on n'a pas le temps.
Même si la finalité, c'est nous, par exemple, moi je suis couturier, mais mon but à moi c'est de créer, de fabriquer, de créer. Mais derrière ça, il faut qu'il y ait une filière pour pouvoir acheminer cette production ailleurs. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que hier, j'ai eu la chance d'avoir une jeune fille au téléphone, très sympathique, qui est en train comment dirais-je, de faire une espèce de mémoire sur comment dirais ça, je ne suis pas très fort en informatique, les applications ou les outils informatiques dans la mode. Et on a longuement discuté et je lui disais que moi j'ai eu l'occasion à Paris, puisque même si en Guadeloupe, au lycée Bainbridge, il y avait une APO, une assistance par ordinateur pour fabriquer les patrons, mais moi j'ai eu l'occasion de l'utiliser à Paris et c'est un outil formidable. Et donc je lui disais à cette jeune fille, mais ce serait intéressant, parce que quand vous avez parlé d'IA, intelligence artificielle, ce serait intéressant qu'elle puisse programmer dans sa démarche, qu'une IA puisse projeter un défilé de mode pour elle, virtuel. Et parce que projeter ce défilé de mode en virtuel, même si moi je suis un homme des cavernes, je connais rien en informatique, oui, mais je connais un petit peu le principe. Et je trouve ça formidable qu'une IA puisse pouvoir fabriquer un défilé de mode avec les modèles. Ça permet, puisque c'est elle qui va faire entrer les données, même si c'est un monde virtuel, mais comme ça, elle va mettre la chemise par-ci, le pantalon par-là, le short par-là, et tout, et elle crée le défilé de mode. Et ça lui donne déjà un premier jet sur le défilé réel. Non, et c'est pour ça que j'étais très attentionné, très attentif. Tu vas prendre le numéro de Jérémy. De ce qu'il disait, parce que quand le veut ou non, c'est le monde de demain. Et comme Madame a très bien dit, on pense que le robot va remplacer l'homme, mais même s'il y a un robot et tout, mais il y a toujours un homme qui appuie sur le bouton. Alors Dominique, on va... C'est un passionné. C'est un passionné. Donc, on va essayer de revenir sur la manifestation. Oui, tout à fait. Moi, j'y suis allé, donc j'ai passé un très très bon moment, rencontré pas mal de personnes. Et est-ce que tu peux, justement, si on peut mettre l'image du colloque de l'après-midi, du congrès, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan? Oui, alors, hier, pour nos amis sous le plateau, puisque toi et Francine, vous connaissez déjà, d'ailleurs, je voulais d'abord, et j'y tiens, remercier Canal 10 et remercier surtout Culture Business, qui nous a permis de vendre le produit en amont. On a passé un moment formidable samedi dernier sur le plateau. On a fait le contour et le tour de tout ça. Et donc voilà. Donc on était très 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 content de pouvoir bénéficier de cette plage médiatique. Et donc hier, nous avons mis en place ce qu'on appelle le premier congrès des indépendants de Guadeloupe. Parce que ça fait un moment que nous observons, parce que moi je suis président de l'association, nous avons 7 ans d'existence, et nous avons observé que le monde des indépendants est totalement invisible. Il est invisible parce que nous sommes noyés dans l'espace TPE. Alors grosso modo, il y a 60 000 entreprises toutes tailles confondues en Guadeloupe, et on dit que 80-85% du tissu économique est constitué de TPE. Donc de 60 000, ça correspond à peu près à 45 000 TPE. En gros. Mais à l'intérieur de ces 45 000, vous avez 25 000 qui ont des employés. Et il reste un delta à peu près de 20 000 qui n'ont pas d'employés, c'est-à-dire nous sommes considérés comme des TNS, des travailleurs non salariés. Mais quand il y a des dispositifs et des règlements qui tombent et tout ça, c'est toujours pour des grosses entreprises, enfin, entre guillemets, qui ont des employés. Et nous, on est totalement oubliés. Nous souffrons énormément d'une situation. Je ne vais pas faire on va faire on pourra développer dans un jour on fera un débat là-dessus. Et donc, nous sommes confrontés à divers problèmes, puisque nous ne sommes pas très, très costauds, on n'entend pas la voix des indépendants. Il y a la question des cotisations sociales qui nous perturbe énormément. Il y a des problèmes pour pouvoir payer, parce qu'on n'a pas le chiffre d'affaires en conséquence pour pouvoir payer les cotisations sociales. On a des problèmes de travail dissimulé, on a des problèmes de sargasses, on a des problèmes d'eau dans les entreprises, qui fait que lorsqu'on commence à parler, et hier j'étais en visioconférence avec la préfecture sur la question de l'eau, et donc on a d'énormes problèmes. Et donc nous avons décidé avec mon association de faire ce congrès pour dire aux Guadeloupéens que nous existons. Le SNEG existe, mais que les indépendants sont là. Et que nous avons besoin de pouvoir, communiquer. Et donc, hier, on a mis en place des ateliers. On voit pas mal d'invités, notamment des sénateurs, députés. Voilà, donc le matin, on commence par le matin, il y a eu des ateliers
où on a permis aux institutions comme la région, le département, le MEDEF, la FTPE, et tout, le CESER, la Fédération des Antilles-Guyane des professions libérales, hein, d'une part d'apporter des informations aux différentes personnes qui passaient, et on a agrémenté ces ateliers d'artisans. Nous avions notamment un littéraire, Alain Plaisir, qui est venu présenter son dernier livre. Il y a eu un fabricant de cars, il y a eu un artisan verrier à froid, hein, Éric Julienne, qui fait un travail magnifique. Il y a eu pléthore d'artisans. Et donc, les gens se sont bousculés. On n'a pas eu de foule statique, mais on a eu énormément beaucoup de passages. Des gens qui ont posé des questions, qui sont venus vers nous, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont d'énormes difficultés. Donc, ce n'était pas l'occasion pour nous de répondre en profondeur à leurs problématiques, mais nous avons apporté un certain nombre d'informations et nous avons pris rendez-vous avec ces personnes-là pour l'avenir, pour tenter de régler leurs problèmes. Malheureusement, on va devoir conclure. Juste un petit mot de l'après-midi. Et donc, dans l'après-midi, à 16h, nous avons eu la grande conférence. Nous avons eu, tu l'as dit, hein, les députés Servat et Mathiazin, il y a eu le MEDEF, il y a eu la région, le département, il y a eu la Fédération des professions libérales, et il y a eu Maître de Porc, hein, qui est venu, qu'on connaît, qui est venu parler, puisque nous allons initier une plainte, nous allons déposer une plainte contre le RSI, le régime social des indépendants, qui a totalement perturbé la vie des chefs d'entreprise, tant en Hexagone que dans les Outre-mer, et qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître leurs défauts, hein, le défaut, de leur logiciel, le SNV2, qui a posé beaucoup de problèmes et qui a provoqué une moyenne de 187 suicides en France, parce que quand vous avez une maison, c'est le travail de toute une vie, et qu'un huissier vient vous saisir votre maison parce que vous avez une problématique de dette sociale et fiscale, eh bien, la personne, ce qui lui reste à faire, c'est de se suicider. Donc, quand il y a des suicides, il faut que l'État puisse s'expliquer pourquoi il y a eu ces suicides. Et puis, nous avons eu un représentant du préfet, hein, M. Régis Elbez, qui est venu dire la parole de l'État. Parce que nous avons pris le choix, hein, même si je respecte les syndicalistes, nous avons pris le choix. Malheureusement, le bilan pour toi? Très positif, parce que... Est-ce qu'on peut aller voir sur quelle plateforme on peut aller voir sur la page Facebook, Snec Guadeloupe. Ouais. Snec Guadeloupe. Et donc, je voulais juste te dire que nous étions en direct avec Jean-Marc Dulis, qui a mis toute une assistance vidéo et tout ça, et nous étions en Facebook Live. Et donc, apparemment, il y a eu beaucoup... C'était très suivi en plus. Oui, c'était très suivi à l'extérieur. Et selon ce que j'ai pu comprendre, il y avait énormément de personnes connectées pour regarder cette manifestation. Ce live, il est disponible sur le Facebook aussi? J'attends qu'il me fasse le rendu en premier, et après on mettra sur le Facebook sans problème. Je te communiquerai tout ça. D'accord, on va communiquer sur ça. Je suis très content, très satisfait, et je remercie tous nos partenaires. Merci. Bravo Dominique. Merci. Bientôt le numéro 2. Alors messieurs, rapidement, donnez vos coordonnées rapidement, et madame aussi. Alors si vous voulez nous contacter, vous allez sur Google, vous tapez Acte Boutique, AKTE suivi de boutique. Vous pouvez nous contacter aussi au 06 90 20 04 48. 20 04 48. C'est bon, madame? Et moi, tout simplement, mylenecolmar.com, parce que vous avez tout. C'est une vitrine, hein, donc vous avez tout ce que je fais, donc c'est parfait. Très bien. Merci Francimé. Une actualité, quelque chose? Les épisodes, l'épisode numéro 10 sur les entreprises familiales, la partie 3. Il faut regarder ça, c'est vraiment Lesentrepreneurinarrêtables.com aussi, le site internet. En actualité, je m'occupe de mes enfants. Ça fait partie du job. Allez, bon samedi, Bon appétit, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci.